s'il y a des responsables politiques qui écoutent cet épisode, avant de démarrer, j'aimerais vous poser la question, pourquoi certains influenceurs fitness ont le droit de parler de drogue librement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., et inciter la jeunesse à consommer des produits stupéfiants à des fins anabolisantes, alors que si on faisait ça avec de la cocaïne, on irait en prison tout de suite. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs chez les bodybuilders ou chez les gens qui consomment des stéroïdes par rapport à la population générale, c'est que la quantité de cancer, elle explose, littéralement. Ceux qui disent, ok, d'un point de vue théorique, d'un point de vue mécanistique, il faut minimiser la production de déchets, donc il faut minimiser l'activité d'mTOR. À ce stade de notre connaissance systémique. Oui, c'est ça. Donc, il faut jeûner, il faut faire un peu de sport, mais pas trop. Il faut maximiser le sommeil, voilà. Un autre truc aussi, c'est que les gens qui jeûnent, qui sont vieux, meurent plus souvent que les jeunes qui ne jeûnent pas. Faire de la muscu, c'est aussi un petit peu du cardio, puisqu'à partir du moment où on fait de la muscu et qu'il y a une déplétion énergétique dans la cellule, que ce soit en glycogène ou en acide gras, il y a AMPK qui s'active. Ce que je prédis, moi, par rapport aux nouvelles générations, c'est que l'excès va leur bousiller les cartilages, les articulations, et ça va les empêcher de maintenir cet équilibre. Les AVC ou les accidents vasculaires cérébraux, ça arrive souvent dans les sports de force, à cause de la pression artérielle, ou alors la déshydratation. Là, pour le coup, ça rejoint plutôt les sports cardio, donc, et spécifiquement des sports très longs comme le cyclisme. Et donc chez les cyclistes, s'il y a des AVC, ça vient surtout du fait c'est un sport qui est très dur, le cyclisme, ça vient d'une situation où ils sont en déshydratation, ils sont dans un effort ultra intense, et il y a rupture. Avant de démarrer cet épisode, si vous voulez en savoir plus sur les sciences du sport, vous allez sur mon site broussal-derval.com. Non seulement c'est un organisme de formation qui peut délivrer une carte pro si vous voulez devenir pro, mais vous mettre à jour sur des connaissances de pro. Justement, c'est parti pour l'épisode. Et mon pote Vince est de retour sur l'antenne. Vincent Foulonneau, trop cool, l'expert du vieillissement, est là et on va parler d'un thème dont j'ai envie de parler depuis des années. Personne n'en parle et pourtant on a plein de trucs à dire. Vieillissement et dopage, c'est parti pour l'épisode. Est-ce qu'on vieillit mieux dopé? Alors, bienvenue Vince, t'es content d'être là? Très. Eh ben moi je suis content de te recevoir. Notre dernier épisode, si vous ne l'avez pas vu, eh ben allez le voir. On y parle des fondamentaux du bien vieillir, comment on fait pour mieux vieillir, et on part d'un constat très simple, c'est quelles sont les raisons qui font qu'on meurt, et derrière, comment on déjoue au maximum le game pour que ça se passe le mieux possible. Mais c'est une autre histoire. Parce que, effectivement, quand on regarde un certain nombre des icônes des années 90-80, qui aujourd'hui commencent à avancer dans l'âge, et qui étaient donc évidemment surdopés, je pense à tout un tas de stars de rock, on peut penser aux Stones, on peut penser à plein de sportifs de haut niveau. Des bodybuilders, des acteurs. Des bodybuilders, des acteurs. Évidemment Schwarzenegger, évidemment Stallone, évidemment Jean-Claude Van Damme, évidemment qui on pourrait avoir Dolph Lundgren. Oui. Voilà, oui. Avec des trajectoires plus ou moins positives. Et récemment, la mort d'Hulk Hogan, 71 ans, icône du catch. Bon, je suis pas dans son armoire à pharmacie, mais on peut supposer. Et oui, il faisait à son prime quelque chose comme 130 kilos pour sa taille qui était c'est quoi, 1m90, 95, quelque chose comme ça. C'est des gabarits exceptionnels, surtout pour une masse musculaire pareille. Ouais, non, il prenait clairement énormément de produits, sachant qu'aux États-Unis, ils sont quand même assez. Il y a une espèce de réflexe en la matière. Ouais. If one is better, two is even more better. So, bon. Bref. Il y a ce côté toujours plus, je suis d'accord avec toi. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il y a forcément, à l'heure où on enregistre cet épisode, on voit que le dopage se banalise comme il s'est jamais banalisé. Je voudrais redire sur cette antenne que on est profondément opposé à ce courant. C'est évidemment pas ce que je prône. Je me suis battu dans l'olympisme selon les règles toute ma vie. J'ai entraîné des équipes particulièrement exposées à la suspicion de dopage, comme la Russie par exemple. Et je n'ai entraîné que des athlètes qui n'étaient pas dopés. Et on a quand même gagné. Donc, il faut arrêter de se dire qu'il n'y a que ça. Mais n'empêche qu'il y a une dérive très dangereuse de la pratique du doping. Et c'est pas dans le haut niveau que ça m'inquiète. C'est plutôt dans le loisir, clairement. Ouais. Dans les grandes chaînes de fitness, on voit bien que c'est des plaques tournantes. Les autorités ne font rien. S'il y a des responsables politiques qui écoutent cet épisode, avant de démarrer, j'aimerais vous poser la question, pourquoi
certains influenceurs fitness ont le droit de parler de drogue librement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., et inciter la jeunesse à consommer des produits stupéfiants à des fins anabolisants, Ouais. alors que si on faisait ça avec de la cocaïne, on irait en prison tout de suite. Ouais. Pose la question, c'est pas le sujet de l'épisode. Non, mais t'as raison de la poser. Il y a une chaîne en particulier qui parle des SARMs, parce que les SARMs, c'est une espèce de nouvelle drogue à la mode qui vient des États-Unis, sous prétexte que c'est peut-être moins dangereux que les stéroïdes, en tout cas c'est ce que racontent ces gens-là. Et ben du coup, ils en parlent librement sur les réseaux ou sur YouTube, et c'est un vrai danger, parce que c'est un public jeune qui est concerné, qui a entre 16 et 20 ans, et c'est terrible pour nous. Surtout que il y a des contre-exemples très forts. Effectivement, quand on regarde un Stallone ou un Schwarzy, on se dit putain, les mecs, ils ont quand même brûlé la chandelle par les deux bouts, Ouais. tout du long. Schwarzy le dit, il a tout testé, il a tout essayé, il a tellement essayé qu'il a structuré grâce à ça toute la pratique d'entraînement, mais aussi de supplémentation dans son sport, dans le culturisme. Il y a une dizaine d'années, je me rappelle que Stallone s'était fait gauler à la frontière australienne avec la valise remplie de stéroïdes. Donc, clairement, des mecs qui restent, enfin, je leur dis peut-être moins aujourd'hui, mais des mecs qui restent dépendants un peu de cette consommation-là aussi. Ouais. Mais enfin, d'un certain point de vue, ils vieillissent quand même pas mal, quoi. Hein. Stallone, il est quand même, il a quoi? Il a 75 ans. Peut-être quelque chose comme ça. Après, il faut distinguer les apparences, ce qu'on voit dans les films, les performances physiques, et ce qu'on peut voir avec une prise de sang ou lorsqu'on fait une analyse, on va dire, morpho-anatomique, de ces restrictions, ce genre de choses. On constate qu'ils sont en vie quand même. Ah oui, on constate qu'ils sont en vie, mais... Alors qu'à l'époque, je me rappelle, quand on regardait Prime de Schwarzy, Commando, Oui. le Terminator, ou ces films de son début de carrière où il est encore compétiteur, notamment Conan. Ouais. Bon, là, tout le monde disait, le mec, il sera pas là après 30 ans. C'était une autre époque, on savait pas plein de choses sur la physiologie et sur la santé. Mais si je prends les bodybuilders, par exemple les Phil Heath ou les Jay Cutler, les bodybuilders professionnels qui sont encore sous stéroïdes, même s'ils sont à la retraite, mais qui sont en bien meilleure santé que d'autres qui sont morts prématurément, bien entendu, ou qui sont vraiment en chaise roulante, c'est leur VO2 max et leur mitochondrie. C'est des gens qui sont tout le temps actifs, et on sait, et du coup allez voir le podcast qu'on a fait précédemment là, sur le sujet, que les mitochondries sont un levier majeur de santé, et je donnerai d'ailleurs des stats là-dessus sur la prévalence des risques de mortalité toutes causes confondues lorsqu'on fait du cardio et lorsqu'on n'en fait pas. Avant de continuer, je pense que c'est important que tu nous rappelles les 4 grands piliers du vieillissement selon toi. Alors les 4 grands piliers pour moi, c'est maximiser le cardio, avoir une alimentation équilibrée, avoir un sommeil de qualité et avoir une masse musculaire de qualité. Et c'est pas un pilier, mais c'est plutôt quelque chose qu'il faut éviter, c'est les perturbateurs endocriniens dans le monde moderne. Mais ça, c'est particulier. Alors du coup, on a un vrai sujet, parce que si on a un culturiste qui utilise des procédés douteux pour augmenter sa masse musculaire, quelque part, il coche une case. S'il maintient du cardio, il coche une deuxième case. Et si en plus il dort bien, il coche une troisième case. Ouais. Alors, pour peu qu'il soit heureux, ça fait beaucoup de raisons de se doper. Oui, effectivement. Mais ce qu'on appelle le dopage, littéralement au sens de l'AMA, c'est utiliser des produits pour améliorer la performance. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable sur le plan compétitif. Maintenant, si c'est juste pour sa consommation personnelle, c'est d'ailleurs ce que racontent beaucoup de gens aux États-Unis, parce qu'il y a une mode par rapport à ça qui est très forte là-bas. C'est pas vraiment du dopage, c'est juste une espèce de cure supraphysiologique du corps, avec l'espérance ou la croyance que ça va les aider à vivre en meilleure santé et surtout beaucoup plus longtemps. Et alors là, il y a des nuances à avoir. Un homme, il produit entre 70 et 90 mg de testo par semaine, à peu près, quelque chose comme ça. Si, lorsqu'on vieillit, on descend par exemple à 50, à 70 ans, et que, avec une piqûre par semaine avec un endocrinologue, on remonte à 90, donc on revient à son niveau lorsqu'on était jeune,
Est-ce que ça, c'est bénéfique pour la santé? C'est typiquement les propos du docteur Résimon. Il est possible que oui, il est possible que non pour certaines raisons. Je vais résumer un peu les pour et les contre tout à l'heure. Mais là où il faut faire attention, et c'est ce que font beaucoup les Américains à l'heure actuelle, si le dosage est au-dessus des 90 mg, au-dessus de au-dessus de ce que l'on pouvait produire lorsqu'on était jeune, alors là, à mon avis, on est vraiment plus sur du négatif. Alors du coup, je vais rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui se passe quand on prend des produits, des anabolisants? On augmente considérablement l'activité d'une molécule dans les cellules qui est mTOR, qui est, on va dire, le chef d'orchestre de la synthèse protéique. Si mTOR est très actif, alors il y a énormément de synthèse protéique. Voilà, c'est aussi simple que ça. La synthèse protéique, ça aide effectivement à la réparation, donc c'est très bien. Ça aide à la synthèse de muscles si on a une suradaptation ou une surcompensation pour l'entraînement. Donc pour les personnes âgées qui se réadaptent, par exemple, ça peut être très bien. Mais on sait aussi que dans un contexte défavorable métabolique, donc par exemple une cellule qui est mal oxygénée, qui est pas assez nourrie, si mTOR est suractif, ça peut entraîner une cascade de signalisation qui amène au cancer. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs chez les bodybuilders ou chez les gens qui consomment beaucoup plus de stéroïdes, enfin qui consomment des stéroïdes par rapport à la population générale, c'est que la quantité de cancer, elle explose, littéralement. Et donc le problème, il est là. Je te coupe une seconde. Excuse-moi, mais mTOR, il peut être stimulé aussi autrement que par des apports exogènes de produits. Bien sûr. En fait, mTOR, il est stimulé à partir du moment où on ingère des protéines, à partir du moment où on ingère des glucides, et à partir du moment où on a un signal endocrinien en réponse à l'entraînement. Donc, quelqu'un qui s'entraîne dur oui. stimule aussi. Oui. Donc, c'est le cas des bodybuilders indépendamment du dopage. Mais même des marathoniens. Et c'est aussi le cas des marathoniens. Les gens qui hyperprotéines ou hyperglucidiques, comment on dit? Hyperglucidique. Ouais, un régime hyperglucidique, on va le dire comme ça, sont aussi dans une surstimulation mTOR. Donc, encore une fois, les culturistes, indépendamment du dopage, pourraient aussi, si je te suis, s'exposer aussi à cette suractivité et donc enclencher cette cascade vers le cancer. Et du coup, effectivement, il faut remettre les sports d'endurance dans l'équation parce que eux aussi, à leur manière, d'ailleurs, ils peuvent se doper aussi. Hein, c'est un autre sujet. On est sur les poids haltères, mais évidemment qu'il y a aussi du dopage et beaucoup même en sport d'endurance. C'est pas tout à fait le même. Mais indépendamment du dopage, quelle exposition de cette suractivité finalement? Est-ce que simplement la pratique sportive déraisonnée n'irait pas à l'encontre de tes 4 piliers? La pratique déraisonnée. Ce que tu entends par déraisonné, c'est du surentraînement. Ouais, alors à partir de quel moment on parle de surentraînement? Mais en tout cas, un entraînement intense tout au long de la vie. Lorsqu'on dépasse les capacités d'adaptation du corps, forcément, on entre dans le déraisonné. Puisque, en gros, le corps ne peut plus s'adapter d'un point de vue physiologique, d'un point de vue métabolique au niveau cellulaire, à la contrainte. Alors, il y a tellement de choses à dire là. Je sais pas par quoi commencer. Le volume déjà peut-être, parce qu'effectivement, ce qui caractérise un bodybuilder et un ultramarathonien, c'est que tous les deux repoussent les limites de ce qu'on pensait possible en termes de volume d'entraînement. Oui. Alors, si je prends au niveau fondamental, au niveau cellulaire, lorsque on surstimule mTOR, mais de manière native, hein, donc c'est-à-dire sans produit, ce qui se passe, c'est qu'on a un énorme turnover au niveau protéique. C'est la raison aussi pour laquelle les bodybuilders ou les gens qui ont beaucoup de masse musculaire et qui s'entretiennent ont besoin de consommation en protéines qui soit assez élevée, hein, qui soit supérieure à 1,2 g par kilo de poids de corps. Ça, c'est pas gênant. Mais par contre, un turnover important, c'est un peu comme dans une ville. Si vous avez en permanence beaucoup de construction, de réparation, ça veut dire que vous avez aussi beaucoup de déchets. Et malheureusement, c'est ça souvent le facteur limitant d'un point de vue du vieillissement et de la longévité, c'est que ces déchets-là, quand ils s'accumulent, notamment je pense à l'homocystéine dans le sang, qui est un déchet qui s'accumule tout au long de la vie, ça amène ensuite à une signalisation par le système immunitaire qui est croissante, parce que le système immunitaire, il se dit, attendez, il y a trop de déchets dans la ville,
c'est un peu la police qui est là, bon, bah écoutez, il faut d'abord se débarrasser des déchets. Mais malgré l'activité d'autophagie cellulaire, hein, c'est le terme, donc l'activité de recyclage dans la ville, les déchets quand même s'accumulent. Et alors c'est là que du coup les chercheurs dans le domaine du vieillissement prennent le pas en disant non, il faut minimiser l'activité d'mTOR, quitte à faire du jeûne, par exemple, on entend souvent ça, quitte à minimiser aussi l'activité physique, juste faire le minimum pour lutter contre la sarcopénie. Et donc là, il y a deux champs qui s'opposent. Il y a ceux qui disent, OK, d'un point de vue théorique, d'un point de vue mécanistique, il faut minimiser la production de déchets. Donc, il faut minimiser l'activité d'mTOR. À ce Donc, stade de notre connaissance systémique. oui, c'est ça. Donc, il faut jeûner, il faut faire un peu de sport, mais pas trop. Il faut maximiser le sommeil, voilà. Mais à l'inverse, il y a les épidémiologistes ou les gens de terrain qui sont là, oui, mais le truc, c'est que les sportifs qui ont beaucoup de masse musculaire, déjà, on voit jamais de centenaires qui sont bodybuildés. Donc, ça veut dire que alors, est-ce qu'ils sont morts avant? Ça, je ne sais pas, mais est-ce que ça veut dire que finalement, la masse musculaire n'est jamais un problème pour un facteur limitant pour vieillir? Ça, c'est possible. On voit aussi que d'un point de vue épidémiologique, les gens qui font beaucoup de sport vivent quand même en moyenne 10 ans de plus que la population générale. Donc, ça nous amène quand même sur les 90 ans, à peu près par là, un peu au-dessus. Ouais, le big data vient un peu quand même à l'encontre de Eh oui. l'épidémiologie fondamentale cellulaire, quoi. C'est ça. Donc, du coup, et puis un autre truc aussi, c'est que les gens qui jeûnent, qui sont vieux, meurent plus souvent que les gens qui ne jeûnent pas. Donc les gens qui pratiquent le jeûne intermittent ou le jeûne long, comme du coup ce qui se passe, c'est qu'ils ont une perte de masse musculaire parce que ils n'arrivent pas à maintenir la quantité d'acide aminé circulant dans le corps pour maintenir leur masse à cause du jeûne. Et ben simplement ils meurent plus tôt. Donc clairement, il y a une dissonance entre les mécanisticiens, donc les théoriciens du vieillissement au niveau cellulaire, et ceux qui sont sur le terrain, les épidémiologistes ou les cliniciens, qui voient que quand même faire du sport c'est positif. Et alors ce qui réconcilie le truc, il y a d'autres chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est que par exemple typiquement, on sait que certes, quand on suractive mTOR, on augmente le risque de cancer d'un point de vue mécanistique, mais typiquement si on fait du cardio, alors le cardio qu'est-ce que ça fait? Ça crée un déficit énergétique, pareil, encore au niveau fondamental, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour comprendre la chose. Ça crée un déficit énergétique qui induit, comment dire, la molécule opposée à mTOR, c'est l'AMPK, qui induit une plus grande production d'AMPK. Or, cette AMPK, lorsqu'elle est stimulée, elle augmente le pool mitochondrial, elle augmente l'autophagie cellulaire. Je vous reprends 10 secondes pour vous parler d'un projet parallèle qui me tient à cœur, celui de 3 minutes prépa physique. C'est un podcast hyper court où je me donne 3 minutes pour vous expliquer un concept clé de l'entraînement ou de la récupération. Alors si vous voulez en savoir plus sans perdre de temps, eh bien vous vous abonnez à mon autre podcast, 3 minutes prépa physique. J'y retourne. Et donc c'est toujours l'équilibre entre les deux, entre mTOR et la MPK. Alors, cocotte minute. Ouais, exactement. Cardio, cardio, muscle. Mais faire de la muscu, c'est aussi un petit peu du cardio, puisqu'à partir du moment où on fait de la muscu et qu'il y a une déplétion énergétique dans la cellule, que ce soit en glycogène ou en acide gras, il y a AMPK qui s'active. C'est juste qu'une fois que l'activité est terminée, en fait, en réalité, le gradient énergétique, le déficit est assez léger quand on fait la muscu par rapport à une heure de cardio. Une fois qu'on est sorti de la séance de muscu, on va manger, et c'est là, en mangeant, qu'on a un apport important en nutriments, et c'est là que mTOR s'active, principalement, majoritairement. Et du coup, cet équilibre entre les deux montre que d'un point de vue pratique, si cet équilibre est respecté, les gens vivent très longtemps et en meilleure santé que la majorité de la population générale. Ah, les crossfitters vont peut-être bien vieillir, là. Ils s'équilibrent bien la balance directement dans leur pratique. Comment on fait? Je pense que oui, mais en fait, ce que je prédis, moi, par rapport aux nouvelles générations, c'est que l'excès va leur bousiller les cartilages, les articulations, et ça va les empêcher de maintenir cet équilibre. Bon, de toute façon, on s'en fout, ils ont arrêté, ils font de l'Aerox. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ils reviennent à plus de cardio, finalement, en vieillissant. Oui, c'est ça, oui. Intéressant. Exactement. Mais du coup, clairement, les crossfitters, s'ils ont une activité tempérée, modérée, ont le mode de vie quasi parfait, seulement d'un point de vue de l'équilibre MPK-mTOR, pour maximiser leur longévité, sous condition qu'ils dorment bien. Ça, c'est vraiment intéressant.
on a donc cette cocotte minute qu'on essaye de gérer. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que bon, on ne sait pas trop les limites. Et puis, il y a quand même un phénomène un petit peu plus aléatoire que tout ça. On n'est pas devin, évidemment. C'est pas de la science de divination de la mort, sinon ce serait trop facile. On a tous des contre-exemples dans un sens comme dans l'autre. Seulement, l'état actuel de la connaissance systémique de ce que tu nous décris autour d'mTOR nous laisse à penser que, finalement, si on a un équilibre entre un bon cardio, une bonne masse musculaire et une bonne hygiène de vie autour de ça, quel que soit le volume d'entraînement, en réalité, de toute façon, on ne peut pas faire plus que plus en nati. Oui. Et du coup, là, je rebondis sur le dopage, ou entre guillemets, l'utilisation de stéroïdes ou de produits anabolisants. Si on injecte dans le système, de manière exogène, plus de testostérone ou plus de GH, typiquement, on va surstimuler mTOR. Et c'est là que, du coup, personne ne sait vraiment ce qui va se passer, parce que si, à côté, on n'a pas de stimulation d'AMPK suffisante, qu'on ne fait pas assez de cardio, mécanistiquement parlant, les théoriciens vont dire vous augmentez le risque de cancer. Donc il faudrait carrément suivre la cinétique de ton programme de dopage en remontant ton volume et tes intensités d'entraînement en adéquation. Oui, exactement. Si on suit la théorie. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc si à 60 balais tu décides, ou à 50, parce que ce qui nous a fait créer cet épisode, ce sont tous ces médecins qui vous disent, moi de toute façon, à partir de 50 balais, on m'expliquera ce qu'on voudra, je me ferai un pot belge, tranquille dans mon coin, et j'irai mieux que vous tous. Là, on l'entend de plus en plus. Et quand vous parlez en off avec plein de toubibs, ça arrive souvent que... je ne fais pas de généralité, mais je connais au moins 3 médecins qui m'ont dit ça. Donc, il y en a qui pensent comme ça. Allez pas me dire en commentaire que ça y est, les médecins... Évidemment, l'immense majorité des médecins que je connais, heureusement, sont antidopage. Mais n'empêche qu'il y a un courant, comme tu dis, de transhumanisme, d'hyperphysiologie de la santé. D'hyperphysiologie, de hacking, je ne sais pas comment on peut l'appeler, voilà. Et qui a des arguments, puisque, au fond, quand vous prenez un médicament qui dope votre système immunitaire pour vaincre une maladie, quelque part, vous faites un truc qui n'existe pas dans la nature, trichez un petit peu. Donc, jusqu'où on va, où est-ce qu'on met la limite? Et eux, ils mettent la limite beaucoup plus loin que moi, voilà, comme ça. Et donc, ces gens-là, on leur dit quoi? Je vais te donner un argument pour, qui vient de la recherche, et un argument contre, qui vient aussi de la recherche, mais de l'épidémiologie. En particulier sur la GH, ils ont remarqué, c'est une publication de l'année dernière sur le sujet, je crois, ou l'année d'avant, que lorsque on injectait de la GH sur le thymus en particulier, qui est la caserne d'entraînement des cellules hématopoïétiques, qui sont en fait donc les cellules immunitaires naïves du corps humain, le thymus se redéveloppait. Ok. Alors, j'en ai déjà parlé dans les podcasts précédents, mais je vais le redire parce que c'est un peu compliqué, ce truc. C'est à propos du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est un enjeu majeur pour la santé, parce que si vous avez un système immunitaire défaillant, vous ne résistez pas au virus et vous mourrez, c'est fini. C'est game over. Donc, il faut un système immunitaire en bonne santé. Il y a le système immunitaire inné, qui est une espèce de machinerie automatique, je ne vais pas en parler, et le système immunitaire acquis. Et dans le système immunitaire acquis, vous avez le développement donc et l'entretien des lymphocytes, mémoire, tueurs, etc. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail. Comment ces lymphocytes sont créés? D'abord, ils naissent dans la moelle osseuse. Donc c'est un petit soldat en slip avec une cuillère, et il va ensuite aller à la caserne militaire d'entraînement, qu'est le thymus. Voilà. Là, il est entraîné, et en sortie, vous avez des majors Gérald qui sortent, qui sont surentraînés. Ils sont pas en slip du tout, et qui sont pas avec une cuillère. Voilà, et qui sont prêts à découper l'ennemi. Le problème, c'est que cette caserne, donc le thymus, subit ce qu'on appelle une involution au cours de la vie, c'est-à-dire qu'il augmente en taille jusqu'à l'âge de 5-6 ans à peu près, et ensuite il décroît progressivement tout au long de la vie. À 70 ans, c'est juste une petite boule de gras. Elle est quasiment non fonctionnelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vieillit, du coup, on a toujours notre système immunitaire inné qui est efficient. Notre système immunitaire acquis est efficient par ces lymphocytes mémoire qui ont combattu tout un tas de virus par le passé. Mais si un nouveau virus apparaît, le thymus ne sera très peu capable en réalité de former une élite de protection. Exactement, qui est nouvelle, adaptée spécifiquement. Et ça, c'est un enjeu majeur de santé pour le système immunitaire. Et ce qu'on sait, c'est que cette involution, elle existe pourquoi? Parce que
il y a de moins en moins de soldats naïfs qui arrivent à la caserne. C'est une question de demande et de production. Et pourquoi? C'est parce que la moelle osseuse produit moins. Et pourquoi la moelle osseuse produit moins? Parce qu'elle est liée à la densité minérale osseuse, et cette densité minérale osseuse, elle est liée à quoi? À la masse musculaire. Donc, si on a beaucoup de masse musculaire, on peut augmenter, les chiffres sont pas miraculeux, mais de 5 à 10% derrière la production de cellules hématopoïétiques, de soldats naïfs, et donc derrière, de préserver ou de contrer l'involution du thymus de 5-10%. Ce qui, du coup, 5-10% à l'échelle d'une vie, c'est 5 ans de plus. Ça, c'est un hack de ma boule, si c'est avéré. C'est avéré. Et c'est pour ça que, du coup, avoir de la masse musculaire quand on est vieux, lutter contre la sarcopénie, c'est important. Je connaissais pas cet effet Mais connexe. Du coup, le fait d'introduire de la GH, qui est une hormone de croissance qui aide à la régénération tissulaire dans le thymus, ça aide à le régénérer. Et donc là, ça donne raison aux gens qui disent, écoutez, on va vous mettre en supraphysiologie, on va vous picouser un petit peu à la GH ou à la testostérone, parce que ça va relancer le système immunitaire en partie par ce biais-là. Donc voilà, ça c'est un argument fort pour ces gens-là. Encore une fois, sous condition qu'on est dans du supraphysiologique normatif, au sens où on revient à ce qu'on était avant. Hein, on dépasse pas. Ouais, ça a l'air d'être une clé dans ce que tu nous dis tout le temps. Hein. C'est-à-dire que, au-delà de ce que vous avez généré au prime de votre vie, on sait pas ce qui se passe, en fait. On sait pas ce qui se passe. Et alors, c'est justement mon second argument qui va venir en contrepoint de ça. Il y a plein de statistiques intéressantes qui sont sorties en partie à cause du Covid pour comprendre les effets de l'alimentation, du sommeil, du cardio et de l'entraînement en force sur les causes de mortalité ou la prévention des causes de mortalité. Le fait d'avoir, on va dire, je vais aller de plus en plus haut, le fait d'avoir un sommeil parfait, ça fait diminuer toutes causes de mortalité confondues de 35% ces causes-là, au maximum, entre 25 et 35%. Ce qui est très très bien. Hein. Ce qui est très très bien. On prend. Si on mange parfaitement, avec le régime idéal qui est en adéquat avec vos valeurs et surtout votre corps, a priori, parce que c'est moins une question de valeur que de physiologie, pareil, on est entre 25 et 35%. On prend. Si on a un niveau de force significativement élevé, alors significativement élevé, d'après les études, ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont plein de tests à la con entre le grip, le squat, le deadlift. Pour normaliser, c'est en gros avoir un squat à 2 fois son poids de corps, à peu près, en back squat. Ou alors un deadlift à un peu plus de 2 fois son poids de corps. C'est à peu près ça. Là, on est sur une réduction des causes de mortalité, toutes causes confondues, qui peut monter jusqu'à 45% max. Donc, déjà, ça veut dire que la force, et donc indirectement, un peu la masse musculaire aussi, puisque la force est quand même liée à la masse musculaire, en grande partie, ça permet de vivre plus longtemps et de minimiser les risques, toutes les causes de mortalité, toutes causes confondues. D'ailleurs, il faudra que je les énumère après pour qu'on soit clair par rapport à ça, parce que c'est tout un sujet aussi, ça. Et maintenant, j'arrive au champion. Quand on a un bon cardio, alors d'après la recherche scientifique, un bon cardio, ça veut dire avoir une VO2 max élevée, et là ça fait mal, parce qu'il faut que ce soit au moins minimum 55, si ce n'est 60. On fait diminuer les risques de mortalité, toutes causes confondues, d'au minimum 65%. Donc le cardio est maître. Et ce que ça veut dire... C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans les communications récentes qu'on a de vulgarisation sur le vieillissement, cardio a tendance à sortir des piliers au profit de la force. Alors ça a été la star pendant des années. Moi, tout gamin, déjà, j'entendais, si tu veux vivre vieux, il faut que tu maintiennes un beau cardio. Donc ça, c'est vrai qu'on l'avait, nous, et surtout en France, je pense. Mais sur les dernières prescriptions que je vois passer sur LinkedIn, notamment, tu vois, des gros influenceurs lifestyle, etc., c'est un peu poussé sur le côté. Alors c'est drôle ton chiffre, parce que vraiment, moi je le rappelle que c'est important pour toutes les raisons qu'on exposait, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point-là, 65%, c'est monstrueux. Oui, alors, et c'est là du coup que d'un point de vue terrain, ça rejoint ce qui est dit d'un point de vue théorique par les théoriciens, à savoir que le cardio, en très grosse quantité, le fait d'avoir une VO2 max importante, implique forcément que vous avez un entraînement cardio qui est quand même très conséquent. Ça implique une très très grosse activité de la MPK. Ouais. Voilà. Le terrain prend à contre-pied, c'est encore une fois, l'endocrino cellulaire. Mais du coup, 65%, c'est monstrueux. Mais du coup, 65% c'est quand même beaucoup. 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 65% c'est quand même
c'est là que du coup j'en viens en contrepoint de ce que je disais par rapport à un dopage supraphysiologique au-delà des 90 mg de testo par semaine. Ce que je crois, mais ça c'est personnel, c'est qu'en supraphysiologique, l'activité de mTOR, quel que soit son niveau cardio, n'arrive pas à être compensée par l'activité de la MPK. Alors peut-être que si tu as 85 de VO2 max, peut-être que tu peux te surcharger si tu veux. Ok. Mais qui a 85 de VO2 max? Et puis surtout, qui arrive à maintenir des niveaux concomitants comme ça, de force et de cardio, aussi longtemps? Oui, c'est ça. C'est ça aussi l'enjeu. C'est que, mine de rien, à 80 ans, avoir 60 de VO2 max, c'est un exploit. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai encore ces perfs que tu dis là, mais déjà, je pense pour le cardio, il va falloir que je me batte dans les années qui viennent. Pour la force, soulever de terre deux fois ton poids de corps, là aussi, il va falloir que je m'entraîne si je veux maintenir. Hein. Ouais. Alors, tu as le choix. Hein. Tu peux faire squat, deadlift, tu peux faire aussi travail de bras, si tu aimes le bench, les dips, les tractions lestées. Un truc que j'aime pas trop, c'est les tests avec le grip, parce que ça me... Ah, très très populaire le grip dans le sport santé, hein. Très très populaire. Ouais, mais c'est représentatif d'un engagement d'un point de vue neuro, mais c'est pas représentatif de la masse musculaire, du coup, c'est moins bien, je pense, que le squat. Puis t'arrives à le corréler à peu près à tout, donc à force de corréler les trucs à tout. Ça fait n'importe quoi, ouais. Donc tout ça pour dire que oui, le cardio reste roi dans la longévité. Et que sous cet aspect-là, peut-être que les médecins qui disent je vais me prendre un pot belge, c'est-à-dire en gros je vais mettre sous TRT, testostérone, thérapie de remplacement par la testostérone, si ces médecins font ça, mais qu'ils n'ont pas une VO2 max supérieure à 55, mon avis, de ce que je comprends de la littérature, c'est que leur activité d'mTOR sera supérieure à la MPK significativement, et que la conséquence de ça, c'est que leur risque de cancer sera quand même supérieur à la population générale. Et ça, pour le coup, on n'entend pas ça de la part des médecins qui promeuvent ça sur les réseaux. Ah non, c'est intéressant. Donc on a une vision qui est aussi claire qu'elle puisse être, en fait, parce que on vous parle de pourcentage d'exposition à peut-être voilà. Risque, ouais. On est dans le pourcentage de risque, en fait. Donc il y a presque la moitié des gens qui feraient ça, qui potentiellement feraient les choux gras de l'exemple qu'on veut suivre et de dire bah oui, mais vous voyez, lui il s'est dopé toute sa vie jusqu'au bout, il est au taquet. C'est un peu ce que je disais hors antenne. Heureusement que Johnny et Hulk Hogan sont morts, parce que sinon tu te dis attends, les Rolling Stones, 75 ans, pleine balle, ils en ont perdu 1 sur 4 seulement. Le Stallone, le Schwarzy, je le revois avec son cigare là encore cet été dans son jacuzzi peinard machin. Alors ok, il en a sa 2e opération cœur ouvert, mais enfin quand même. Il passe les tours, et puis plutôt bien. J'étais en Californie il y a 1 an, je l'ai loupé à 10 minutes. Il vient tous les lundis à 7h du mat au Gold Gym faire son training, hein, Schwarzy. Hein. Il continue, il y avait son fils qui était là, il me dit « Tu l'as loupé 10 minutes, il vient tout le temps. » C'est quand même fou. Oui, bah du coup, ça... Mais il s'entraîne tous les jours, donc ça montre bien que il continue de rester actif au niveau de la MPK et d'équilibrer avec mTOR. Après, dès le départ, le mec était probablement un dur au mal et un dur à tuer hors du commun. Je veux dire, mais après, c'était un physique hors norme déjà. Il y a un biais aussi par rapport à ça qu'on a du mal à appréhender, c'est le fait, et malheureusement on est très inégaux, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont pas conçus pour vivre très longtemps, qui ont des facteurs de risque qui sont plus importants que d'autres. Et alors c'est là que du coup j'aimerais entrer dans le détail de terrain, c'est donc pourquoi on meurt, on en avait déjà un peu parlé la dernière fois, mais là je vais rentrer dans les statistiques fines pour que vous compreniez les nuances. Déjà le cancer. Dans le podcast précédent, j'avais dit qu'en moyenne, ça représentait 30% de la mortalité. Bon, maintenant, je vais nuancer un peu. Ça reste vrai ce que je dis, mais je vais nuancer. En fait, ça correspond jusqu'à 45% de la mortalité avant 70 ans. Et au fur et à mesure que on prend de l'âge, par exemple, pour les super centenaires, ça ne correspond qu'à 4% de la population. Ça diminue, cette cause. Ça. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a une sensibilité d'un point de vue génétique au cancer pour une population qui, du coup, n'est pas conçue, malheureusement, pour dépasser les 70-75 ans. Soit ça veut dire que d'un point de vue épigénétique, c'est une population qui a été exposée à des UV, à des produits toxiques de manière générale,
qui vraiment ont pour conséquence que, quel que soit notre mode de vie, fait que ça nous coupe l'espérance de vie de 20 à 30 ans. Donc, du coup, paradoxalement, le cancer ne fait pas partie des top 5, au-delà de 80 ans, des causes de mortalité. Il y a aussi des arguments de... C'est quand même une maturation lente, un cancer, souvent. Il y a les cancers fulgurants, mais enfin, quand même, il y a beaucoup de cancers qui vont prendre 4, 5, 10 ans à Oui. t'emporter. Quand tu le déclares à 70 ans, effectivement, tu as plus de chances de te cogner la tête dans les escaliers ou de mourir d'un Covid Oui. que d'un cancer foudroyant, finalement. Et oui, c'est ce qui fait que... Parce qu'en gros, ça amène à un biais, ça, dans les statistiques, c'est qu'effectivement, on peut déclarer un cancer qui met 10 ans à nous tuer, mais si avant une autre cause plus fondamentale ou plus violente arrive, comme... Ça nique la stat. Et voilà, c'est ça. C'est le biais du survivant. Mais bon, du coup, ça c'est un point. Maintenant, la première cause de mortalité, toute cause confondue, c'est ce qu'on appelle les cardiopathies ischémiques. Donc les cardiopathies ischémiques, pardon, c'est un spectre large qui mélange maladie des artères et maladie mitochondriale, pour dire les choses très simplement et très clairement. Maladie des artères, ça veut dire des plaques d'athérome, donc une accumulation de plaques à cause du cholestérol, entre autres. Les facteurs de risque par rapport à ça, c'est l'hypertension, diabète, obésité, un LDL naturellement qui est trop haut, parce qu'il y a des variations génétiques entre les gens, il y a des gens qui ont beaucoup de LDL mais qui ne sont pas forcément en mauvaise santé, mais ça amène à ces risques-là derrière. La VO2 max faible, sédentarité, tabac, voilà, bon, il y a beaucoup de choses. Ces cardiopathies ischémiques, du coup, sont totalement contrebalancées, et c'est cohérent du coup avec l'autre statistique que je vous ai donnée précédemment, avec le fait de faire beaucoup de cardio et d'avoir une VO2 max élevée. Parce que forcément, si vous avez des artères qui sont très vascularisées, où il y a beaucoup d'oxymétrie qui passe, donc elles sont très pumpées, où il y a beaucoup de nutriments qui passent, il y a très peu de chances que le cholestérol vienne s'accumuler dedans. Les risques sont moindres. Et comme je le disais avant, c'est aussi une maladie des mitochondries. Si vos mitochondries sont en permanence surentraînées, il n'y a aucun souci. Et pour le coup, les mitochondries, ça c'est peut-être un truc dont j'ai jamais parlé, mais comme elles ont leur cycle de reproduction interne dans nos cellules, elles ne comment dire, il n'y a pas de vieillissement pour nos mitochondries. On meurt, mais elles sont toujours là. Il n'y a pas une perte de fonction mitochondriale au cours du temps, si ce n'est simplement à cause de leur nombre ou à cause de leur fonction. Mais c'est nous qui décidons de leur nombre et de leur fonction. C'est pas elles. Et c'est une petite subtilité importante par rapport à ça. Bref. Donc ça, c'est la première cause de mortalité. Donc c'est 20 à 25% des causes. La seconde, c'est l'AVC. L'AVC, donc accident vasculaire cérébral. Pareil, provoqué par, ça peut être une ischémie ou une rupture. Donc c'est, encore une fois, une maladie de vaisseau sanguin, hein, tout simplement. Et c'est à peu près les mêmes, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est presque les mêmes causes que les mêmes facteurs de risque que les ischémies. Et donc pareil, si on a une VO2 max élevée, et aussi qu'on dort bien en l'occurrence, ça élimine totalement les risques. D'ailleurs, une stat rigolote par rapport à ça, enfin c'est pas rigolo, mais c'est statistiquement intéressant. Lorsqu'on fait un AVC, chaque minute que on passe en AVC, où il n'y a pas de réoxygénation, on perd à peu près 2 millions de neurones. Donc ça, quand on passe du temps comme ça amène ensuite à des grosses pertes de fonction, qui peuvent amener ensuite à d'autres problèmes. Donc ça, c'est 15% à peu près. Ensuite, donc ça c'est à peu près constant d'ailleurs, hein, peu importe l'âge. Ensuite, le top 3, donc le numéro 3, qui lui pour le coup est croissant avec le temps, c'est les démences. Alzheimer, Parkinson, ce genre de choses. Et alors, c'est quand on a plus de 80 ans, 10-12% de prévalence, mais c'est un peu moins quand on est plus jeune. La statistique se fait manger spécifiquement d'ailleurs par typiquement les cancers. Et ça touche plus souvent les femmes que les hommes. Pour des raisons qui sont pas très bien comprises à l'heure actuelle, mais les femmes sont plus souvent touchées par rapport à ça, alors que paradoxalement, elles ont une résilience au stress d'un point de vue de leurs neurones noradrénergiques qui est plus importante que les hommes. Mais peut-être que sur le long terme, ça a un effet négatif. À l'heure actuelle, personne ne sait ça.
Et ensuite, donc ça, Alzheimer, Parkinson, ça c'est enfin les maladies neurodégénératives, la démence. Là encore, on peut relier ça à des problématiques de métabolisme, de diabète pour certains, des problématiques de microbiote, des problématiques de sommeil également. C'est assez multifactoriel, c'est complexe, hein. L'étiologie est pas pour l'instant bien construite. L'étiologie, c'est-à-dire la source des maladies. Voilà. Et enfin, donc le quatrième et cinquième de ce top 5, ce sont les BPCO. Alors, BPCO, c'est parce que je suis nul en acronyme, c'est bronchopneumopathie, C c'est pour chronique, et O c'est obstructive, ouais c'est ça. Donc là, c'est les gens qui fument énormément le tabac ou qui ont été dans les mines, dans les corons, euh, ou des gens qui ont été exposés à de la fumée industrielle, c'est 90% de ces gens-là. Ok. Et malheureusement, c'est très compliqué. D'ailleurs, les kinés qui s'occupent de ces gens-là, ils font des séances de réduc de 2 heures, c'est très très long, c'est très compliqué de sortir de ça. Et le dernier, c'est les maladies respiratoires, pas les maladies respiratoires, mais disons les infections respiratoires aiguës. Mais du coup, si je reprends, je résume quand même, on en a deux dans le top 5, on en a deux qui sont sur des respiratoires et deux qui sont en lien avec du métabolisme, des mitochondries, du cardio. Mhm. Donc ça, encore une fois, ça justifie le fait que ben, si vous faites du cardio, que vous prenez soin de votre système respiratoire, ben déjà vous éliminez énormément de risques. Hmm. Tu donnais une stat impressionnante, enfin tu donnais pas la stat, tu donnais la tendance impressionnante sur l'explosion du nombre de cancers Mm. chez les sportifs dopés ou anciens dopés. Donc on a tous en tête ces cas un peu pareil, qui ont défié la chronique de grands champions qui ont eu au cours de leur carrière ou après leur carrière des cancers. On a aussi des cas assez nombreux hein, de gens qui meurent d'un coup, comme ça, assez jeunes, plus Ouais. tard. Alors, un AVC, rupture d'anévrisme, ça peut toucher n'importe lequel d'entre nous, mais enfin, quand même, quand c'est un cycliste ou quand c'est un culturiste, ça interpelle d'autant plus. Sur les 5, sur le top 5, là, tu as des idées un peu de ce qui touche les gens qui ont été convaincus de dopage ou qui avaient un profil hautement suspect? Ben, alors, les AVC, alors, j'ai pas des noms particulièrement, mais les AVC ou les accidents vasculaires cérébraux, ça arrive souvent dans les sports de force à cause de la pression artérielle. D'ailleurs, c'est rigolo parce que, alors, pareil, encore une fois, j'ai un nom particulier, mais on sait que c'était dans les années 90, il y avait des Américains qui avaient étudié que lorsqu'on sortait d'un repas très riche en gras, ça augmentait la coagulation du sang postprandial significativement, et à cause de ça, ça augmentait les risques d'AVC de 20%, à peu près. Donc faites gaffe si vous sortez du McDo. Voilà. Major Et... Gérald, gaffe à toi, le McDo, parce que tu sais que c'est son péché mignon. C'est vrai? Ouais, Ouais, mais je m'en fais pas trop pour lui, vu sa VO2 max. ouais, il doit bien écarter Ouais. bien écarter les artères. Ça passe. Euh, mais du coup, ce qui arrive souvent pour ce genre de choses, c'est donc les sports de force d'un côté à cause d'un excès de pression, ou alors la déshydratation. Et là, pour le coup, ça rejoint plutôt les sports cardio, donc, et spécifiquement des sports très longs comme le Ouais. cyclisme. Et donc chez les cyclistes, s'il y a des AVC, ça vient surtout du fait c'est un sport qui est très dur, le cyclisme. Ça vient d'une situation où ils sont en déshydratation, ils sont dans un effort ultra intense et il y a rupture. Mais chez les cyclistes, On l'a vu beaucoup dans les sports co aussi pendant un moment. Là, il y a beaucoup de footballeurs pro avec des ruptures d'anévrisme, ouais, je te rappelle pas, ils mouraient sur le terrain pendant un moment. Il y a c'était des ruptures d'anévrisme alors, j'imagine que c'était rupture d'anévrisme. J'ai pas suivi la littérature sur sur ce sujet-là spécifiquement, mais il te rappelle pas, il y a eu toute une saga là dans les années 2000 où le mec il mourait en pleine partie. Ah, je crois que c'était des crises cardiaques, moi. Ah, c'est ça, je sais pas. C'était Euh, crise cardiaque ou ouais. je crois que Bon, c'était des de toute crises façon, c'est dans cardiaques. le même pool de. Alors c'est le pool des... Enfin, ça rejoint la cardiopathie ischémique, mais là on est sur tristement le myocarde qui fait pas son taf, Ah, quoi. c'était ça. C'était du rupture du myocarde ou des. Ouais. Ok. Mais alors là, pour le coup, c'est peut-être lié à du dopage, Peut- hein, peut-être. Peut-être. C'est peut-être lié aussi au fait que le stress aigu, parce que par exemple, si je prends un exemple mignon,
enfin mignon. Lorsqu'on est très très amoureux ou alors à l'inverse qu'on a un deuil ou une rupture amoureuse, alors j'ai oublié le nom en japonais parce que c'est un chercheur japonais qui avait trouvé ça. En fait, le cœur mime un infarctus du myocarde. C'est pour ça qu'on se sent mal ici. Il ne fait que le mimer, hein, tout va bien. Il n'y a pas de gens qui meurent d'une rupture amoureuse. Mais Pas comme ça en tout cas. pas comme ça. Mais mon point, c'est que un stress émotionnel très important peut mettre le cœur dans une configuration anatomique, hein, parce que c'est littéralement ça au niveau d'une valve, vers l'infarctus du myocarde. Donc, on peut imaginer que un, enfin, il y a très peu de gens qui peuvent se rendre compte que ce que c'est que d'être acclamé ou hué par 60 000 personnes dans un stade, s'il y a de l'enjeu, s'il y a de la famille qui nous regarde, c'est... Alors même qu'il y a de la pression sur ton transfert, alors même que... Ouais, ouais. Parfois, on n'imagine pas le stress qu'ils ont sur leurs épaules de manière aiguë à un instant donné, dans une toute petite fenêtre, comme un match. Et donc, cette situation-là, combinée par exemple à un effort intense, si peu que sur le plan émotionnel, il soit un peu dans le down, on peut très bien faire une fracture du myocarde par rapport à ça. C'est là, mais typiquement un exemple de mélange entre du psychosomatique et une situation physiologique défavorable ultra stressante. Et du coup, sur les autres aspects plus respiratoires, t'as Euh, des repères à nous donner là-dessus je sais qu'en natation, il y a beaucoup de cancers de la gorge, Ok. et on pense que c'est à cause du chlore. Et là, pour le coup, il n'y a pas de solution par rapport à ça. Il y a des gens qui disent que ben, le truc, c'est qu'un athlète de haut niveau en natation, il faut que quand il a fini sa carrière, il faut qu'il arrête. Parce que sinon, ses risques de cancer explosent. Et du coup, au niveau respiratoire, on est dans à peu près la même lignée. Pareil, aussi chez les cyclistes ou chez les gens qui sont sur les routes, beaucoup de problèmes respiratoires à cause de la pollution des bagnoles. Donc, pareil, il faut faire attention à ça. Après, bon, Mais du coup, c'est pas des sujets liés au dopage. non, 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 pas particulièrement. Encore une fois, le dopage ne fait que accentuer les points forts et accentuer les points faibles. Donc, typiquement, on va dire, si on voit quelqu'un voilà, mourir sur un terrain ou sur la route à cause du dopage, c'est souvent parce qu'il a mis son corps en échec sur une situation qui était sur son point faible. Ça va pas plus loin que ça. Écoute, c'est vraiment passionnant. J'espère que ça vous donne un panorama complet des raisons qui poussent certaines personnes à considérer qu'il y aurait un intérêt, un dopage maîtrisé sur le vieillissement. On a essayé de vous montrer ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas. On a essayé de vous donner les arguments que Mm. déployait ce genre de spécialiste, que notre posture à nous est un petit peu plus modérée, pondérée, et que probablement on est sur un champ qui va énormément évoluer avec le temps Ouais. et avec nos connaissances. Franchement, interagissez, donnez-nous votre avis. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que l'avenir est transhumaniste et avec une approche à la bienvenue à Gattaca maîtrisée depuis le gène jusqu'au complément? Est-ce qu'on va tout jeter à la poubelle en se disant que la finalité la plus importante, c'est le bonheur? Et ce sera peut-être finalement la conclusion de cet épisode, c'est que à la fin, je pense, hein, c'est ma conviction personnelle, c'est qu'on tout est poison évidemment et on est en permanence confronté à des choses toxiques, qu'elles soient émotionnelles, physiologiques, mécaniques, exogènes ou endogènes. Ouais. Dans tous les cas, ce qui à la fin fait le lien entre tout ça et l'équilibre, c'est le sens qu'on donne et le bonheur qu'on y trouve Mm. qui fait qu'on va, je pense, demeurer dans une bonne condition plus ou moins longtemps. Mais ça, c'est très important, ça. Le fait plutôt que de chercher la physiologie, la biologie, optimiser la biologie, disons, mais plutôt chercher le sens par la responsabilité, par le sport, retrouver un axe vertical par rapport à ça, c'est primordial parce que ça sert à rien de vivre 200 ans si la vie est vide de sens. Donc, c'est important. Du kiff, du kiff, du kiff. Merci à tous pour
votre fidélité. Vous likez, vous partagez, vous commentez pour nous aider, pour nous soutenir. Vince, c'était super de t'avoir une nouvelle fois. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez le voir. C'était vraiment hyper précieux. Vincent, il travaille sur un bouquin. Il prend de plus en plus la parole en ligne. Donc, allez le retrouver sur ses différents réseaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous de votre fidélité.